Alors, merci beaucoup à GGSF pour cette invitation. Mmh. Alors, concernant, l'état des lieux, du crime organisé et de la contrebande, contrefaçon et tout ce qui est marché illicite durant cette crise du covid. Alors effectivement, l'économie formelle a connu un gros coup d'arrêt, notamment lié aux limitations, de déplacement, au confinement, à l'augmentation du prix de certaines, denrées et produits de première nécessité. Et les conséquences sanitaires, pour la société classique ont été, dramatiques, on va dire, en termes, d'approvisionnement de matériel. On l'a vu dans certains pays, développés. Pour autant, le crime organisé et les organisations qui le composent, en tant qu'enfants maudits, on dira, de la mondialisation, ont su, très tôt, s'emparer, de cette crise, comme autant, d'opportunités. Alors il y a eu, quelques bévues, sur certains marchés, on dira, mais d'autres marchés comme, le marché de la contrefaçon notamment et certains produits, on va dire, de synthèse, drogue de synthèse ont connu une forte augmentation ou alors les tendances de consommation n'ont pas pour autant changé. C'est surtout le trafic aérien qui a impacté, les modes de transport. Donc c'était un nouvel environnement qui a ouvert de nouvelles opportunités. On a notamment vu, au Mexique, ces images, de la fille du patron du cartel, El Chapo qui distribuait, des denrées alimentaires dans les rues aux nécessiteux, à Mexico. Donc encore là, on est sur un mode de prédation et de substitution de l'État par le crime organisé, qui va profiter, du retrait, de l'État, à ce moment-là, concentré sur, la crise du covid et tous les plans de confinement qui y sont associés. Et donc en cas de crise, eux se sont substitués à l'État, ont fourni, des biens de première nécessité notamment, parfois défaillants ou en tout cas, ont essayé de redorer leur image à travers cette crise. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, relations publiques du crime organisé, qui ont su, d'une certaine manière, capitaliser, sur, la défaillance de l'État dans certains pays, pas forcément au Mexique. Sur les marchés, en revanche, on a eu, une période d'adaptation qui a été, nécessaire pour, ces organisations criminelles puisque, l'affrètement notamment en termes de drogue, donc on va dire, cocaïne par exemple, le voyage par avion a été limité donc, le mode opératoire d'utilisation, de mules, était devenu impossible. En revanche, on a remarqué, un accroissement ou en tout cas un accroissement des saisies plus importantes, en matière, de transport maritime, notamment parce qu'on a eu une concentration plus importante, des livraisons pour pallier, à un approvisionnement qu'on qualifiera d'approvisionnement en fourmi à la base, de manière traditionnelle, qui était pour diluer le risque à travers, des petites cargaisons. Ces organisations criminelles ont là augmenté, le trafic, ont concentré le trafic. En matière de cocaïne, les chiffres d'Europol et d'Interpol, prouvent que, il n'y a pas eu un gros impact, négatif en tout cas sur la consommation de cocaïne. En matière de consommation de résine de cannabis, heu, il y a eu un impact, on va dire, négatif sur, l'approvisionnement à destination de l'Europe qui a été, grâce aux efforts des forces de l'ordre des 2 côtés de la Méditerranée, au Maroc et en Europe et d'opérations conjointes. Concernant le trafic d'héroïne, pas particulièrement de pénurie puisque la récolte avait déjà eu lieu. Il y aura sans doute un impact négatif pour la future récolte, qui là a été mise à mal, par les politiques de confinement, dans les pays, producteurs. On est donc sur, un changement et plutôt, un changement dans le mode opératoire de livraison au niveau du trafic de drogue. Sur les drogues de synthèse, on est sur, la production locale qui a pas forcément, changé, avec un changement dans les modes de livraison aussi. On a vu, des recours à des livreurs, à scooter, l'utilisation, d'entreprises de livraison, de denrées alimentaires qui étaient aussi utilisées pour, livrer, de la drogue en Europe. On a vu aussi, l'utilisation, de sites internet spécialisés dans la livraison de tout un tas de produits illicites, notamment, à travers, le dark web qui ont profité, de cette crise pour continuer à approvisionner leurs clients, et les consommateurs de drogue, avec leurs produits. Tout ça, c'est, la caractéristique, de ces organisations criminelles qui, fonctionnent en réseau, qui sont qui sont dotées d'une grande réactivité,
qui ont su s'adapter à ce nouvel environnement. On parlait notamment d'emploi de sous-marins pour, l'approvisionnement, de certaines drogues sur des petites distances et comme je vous ai dit, le phénomène du drug drop, en ligne, pour, certains produits. Concernant, pour aller plus loin, concernant l'impact du confinement sur, ces organisations criminelles, au-delà du marché de la drogue, le crime organisé est aussi investi dans tout ce qui est, trafic d'êtres humains, heu, crime particulièrement, odieux. À ce stade, les politiques mises en place de fermeture des frontières et de confinement ont eu un effet, je dirais, négatif sur la surveillance qui pouvait être opérée sur les groupes vulnérables. Donc les femmes, les enfants, les minorités, tous ces groupes, qui sont sujets, à la prédation des organisations criminelles. Le confinement a déplacé, heu, l'exploitation de ces groupes, des organisations criminelles, dans des zones qui n'étaient plus forcément contrôlées, par, les ou surveillées par les forces de l'ordre, dans des zones confinées. L'exploitation sexuelle notamment, la pédopornographie et l'exploitation sexuelle, des femmes, s ont vu, un déplacement, des modes opératoires vers une exploitation via le web. Donc on a eu pas mal, d'ajustements à ce niveau-là, où les forces de l'ordre ont dû là aussi s'adapter, par rapport aux nouveaux modes opératoires, développés, par, les organisations, caractérisant, le crime organisé. Alors, sur cet aspect, je vous renvoie à une étude, très documentée, de madame, Felba Brown du Brookings Institute, qui a beaucoup écrit, sur, le passage, du crime organisé vers une exploitation plus poussée, des êtres humains, mais sur le web et en milieu confiné, notamment, concernant les groupes vulnérables. Alors, concernant le marché, on va dire, le trafic de matériel médical et de produits pharmaceutiques ou sanitaires, en 2016, l'OCDE établissait à 4 milliards d'euros les profits générés en matière, de contrefaçon et de contrebande de produits, sanitaires, médicaux ou pharmaceutiques. La crise du Covid a obligé certains acteurs, étatiques, institutionnels ou même privés, des entreprises, à s'approvisionner en produits, que ce soit masques, médicaments, kits de dépistage. Et cette précipitation, ce manque d'organisation, son corollaire, ça a été, on va dire, l'oubli des démarches qu'on qualifiera de due diligence par ces acteurs dans l'acquisition de ces produits. Alors évidemment, le crime organisé s'en est emparé. D'autres acteurs commerciaux s'en sont emparés, puisque là, on est aussi sur, de la contrefaçon ou simplement des produits qu'on qualifiera, d'illicites, en Europe notamment, qui ne correspondent pas aux normes, demandées et on a retrouvé, des États, comme, l'Allemagne ou le Québec ou le Canada, qui se sont retrouvés à tenter du moins, d'acheter, des masques, sans le savoir, qui n'étaient pas aux normes. On a vu des entreprises, qui allaient s'approvisionner auprès, de fournisseurs de produits, sanitaires, qui en fait, n'envoyaient jamais, la cargaison. Les chiffres, de l'OCDE ont aussi montré qu'en termes de produits pharmaceutiques, il y a un réel marché de contrefaçon, notamment concernant tout ce qui est antiviraux. Donc les antibiotiques représentent 35 de ce marché-là. Heu, Évidemment, en période de covid, on va avoir une ruée, vers l'acquisition de ce type de matériel. Alors pour autant, les États et les organisations internationales font leur job. Interpol notamment a mené cette année-là, en mars 2020, sa 13e opération, Pangea, qui a abouti, dans 90 pays à près de 120 arrestations, 37 groupes criminels démantelés. Alors c'est pas forcément des groupes criminels d'une centaine d'individus, mais c'est 37 organisations, 37 cellules, 13 millions d'euros de produits pharmaceutiques saisis en fait. Donc il y a une réponse, mais les mécanismes doivent être ajustés parce que la crise a f a été, un catalyseur, de ce phénomène et a montré qu'en période de crise, n'importe quel individu ou n'importe quelle entité comme un État oubliait sa rationalité
et allaient, se jeter, littéralement vers, le produit, le plus intéressant de prime abord, qui n'était pas forcément, le plus intéressant de manière sanitaire et qui pouvait, avoir, causé des dommages pour la santé publique. Le corollaire de cette crise sanitaire, et de cette captation, du matériel sanitaire, par le crime organisé, c'est aussi l'impact qu'il peut avoir sur le système sanitaire dans son ensemble. On sait que dans certains pays, la corruption, mais aussi, l'infiltration, par certains groupes criminels, des entités sanitaires pour la captation de marchés publics, aboutit à un dérèglement du système et donc à une baisse de la qualité des prestations, mais aussi à une augmentation des coûts. Dans certains pays d'Europe de l'Est, 40 des patients doivent payer un pot de vin pour être pris en charge. La crise du Covid va conforter cette absence de gouvernance dans le milieu sanitaire dans certains pays et on voit qu'il y a un réel effort à faire sur la surveillance de ce secteur-là qui, avant la crise du Covid, n'était pas considéré, stricto sensu comme un secteur sanitaire comme pouvait l'être la sécurité ou la défense ou l'énergie et maintenant, on remarque qu'il l'est tout autant. Pour comprendre, le passage, on va dire du monde réel, physique au digital, au numérique, des organisations criminelles, il faut bien intégrer que ces organisations sont dans une logique d'abord de contrôle territorial, initialement. C'est pour ça qu'elles investissent des territoires et qu'elles combattent les forces de l'ordre pour pouvoir, exister et maintenir leurs opérations. Le confinement et la fermeture des frontières a eu pour effet que ces organisations se sont encore une fois déportées de l'espace physique, réel, à l'espace numérique, où là encore les forces de l'ordre sont présentes, mais en forcément moins grand nombre que sur l'espace réel. Le climat, et la mise en place du télétravail principalement et aussi, de la vie en fait, les gens se sont mis à vivre, à travers le numérique, a été, autant d'opportunités pour ces organisations. Donc on a pu, voir que ce climat anxiogène a pu faciliter l'acquisition, de biens, sur des sites internet qui pouvaient être des sites internet frauduleux. On a eu un recours au paiement en ligne et qui là aussi était soumis à certaines failles. On a vu à travers certaines plateformes, de télétravail que des fuites de données pouvaient avoir lieu. Beaucoup d'institutions internationales ont alerté les parents, les écoles, quant à leurs enfants sur, le temps passé en ligne et l'exposition accrue aux risques, qu'on qualifiera de pédopornographiques et de manière générale, toutes les activités, illégales et illicites, qui avaient lieu en ligne ont explosé, en relation avec le temps, des citoyens, passés, devant leur plateforme, internet. Donc ces facteurs conjoncturels ont été autant de vulnérabilités. Ils ont facilité, beaucoup, de non seulement de vente de produits illégaux sur le digital, mais aussi beaucoup, de tentatives d'attaque. Alors ces tentatives d'attaque, on les connaît, elles n'ont pas été nouvelles, elles ont toujours existé, mais elles ont été, multipliées, durant cette période. On n'a pas encore de réel recul sur l'impact que ça a eu. On sait que les gens sont sensibilisés, de plus en plus, à ces attaques. On l'a vu, à travers, les différentes attaques ces dernières années, notamment WannaCry et cetera. On sait pour autant qu'elles ont continué, que ce soit, les arnaques au président, que ce soit, les ransomware, toutes ces activités, ont continué. Aujourd'hui, il va falloir maintenir la sensibilisation, des acteurs privés et publics, par rapport à ce phénomène. Il va falloir maintenir la sensibilisation, voire la mettre en place, dans les écoles pour sensibiliser, à la fois le corps, professoral et les élèves, à ces risques et sensibiliser, même les familles, par rapport à l'exposition, à internet et les risques, induits, par cette pratique. Alors d'un point de vue stratégique, tout d'abord, se concentrer sur les stocks et l'approvisionnement au niveau national pour ne pas dépendre et pour ne pas se précipiter sur, des acquisitions, qui pourraient être, frauduleuses ou mal contrôlées.
Heu, à un point de vue plutôt local, sensibiliser, les TPE et les entreprises intermédiaires aux mécanismes de contrôle et de compliance, en interne, en cas de tentative, de fraude et d'acquisition de matériel, de contrebande ou de contrefaçon, puisqu'on n'est pas, comme face à des grands groupes, à des sociétés qui ont, des process, rodés, dans ce cadre. Améliorer la formation dans les écoles sur la cybercriminalité et les risques, pédopornographiques. Favoriser le contact avec les sociétés, de e-commerce qui sont bien installées, pour que là aussi, la sensibilisation se fasse de concert entre public et privé, dégager des synergies dans ce cadre. Je pense maintenir le contact, mais là c'est, l'État et la société civile, qui fait un travail extraordinaire, notamment là-dessus. Maintenir le contact avec, les groupes vulnérables et les minorités, afin d'améliorer toujours cette sensibilisation et non pas d'observer un contrôle, mais plutôt d'observer une surveillance, de ces groupes quant aux risques, de captation dont ils pourraient être l'objet. Et inclure la société civile, mais aussi favoriser les initiatives issues de la société civile, dans le cadre du développement de programmes de lutte contre, la cybercriminalité, le cyberharcèlement, la pédopornographie, les risques de contrefaçon, et j'en passe.